Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On va tout savoir en 24 minutes avec Cybèle Olivier, qui est à la recherche ici, qui est journaliste aussi à Cube, avec qui j'ai bâti cette émission-là. D'ailleurs, merci beaucoup, Cybèle. On s'est parlé avec plaisir. Plusieurs fois aujourd'hui. Oui. Pour plein de sujets. Et ça se passe bien jusqu'à maintenant. Un gros merci pour le travail accompli. Ben là, ça me fait plaisir. Et là, on va faire un résumé de l'actualité pour les gens qui nous écoutent. On va commencer avec une nouvelle dont tu as parlé plus tôt avec Philippe Vincent Foisy. Le Parti québécois qui refuse de participer à la fête nationale en raison de l'animateur qui est Émile Bilodeau. Donc, le 23 juin prochain, le Parti québécois sera pas là. Pourquoi? Ben parce qu'il est en désaccord avec le fait que ce soit Émile Bilodeau qui soit à l'animation. Au début, le Parti québécois avait accepté, avait dit qu'il serait sur place, mais finalement, la porte-parole s'est présentée et a dit non, finalement, nous, on n'est pas à l'aise avec le fait que ce soit Émile Bilodeau. On ne remet pas en question ce que vous faites. Vous avez le droit de prendre votre décision, mais nous ne serons pas là. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont pris cette décision-là? Parce qu'il n'a pas été gentil avec le PQ. Il n'a pas été gentil avec le PQ. Il aurait manqué de respect envers le Parti québécois, son personnel, son chef, ses membres, ses militants. Ça, c'est toujours la porte-parole qui explique cela. Il disait donc qu'il avait montré très peu de respect pour tous ceux qui prônent la laïcité de l'État. Moi, ça m'a étonnée personnellement parce que je me disais, c'est un grand indépendantiste quand même, Emmanuel. Bref. Mais c'est la loi 21 qui accroche, là. Oui, c'est exactement. Ça, bon, et c'est ça. Et bon, comme tu le disais plus tôt avec Philippe Vincent, c'est pas la première fois qu'on a des gens qui sont politisés et qui divisent, qui sont là à la fête nationale. Bref, le Parti québécois... La différence, peut-être, c'est qu'il n'est pas juste chanteur. C'est un peu le porte-parole, l'animateur. C'est voilà. le visage de cette année qu'on a choisi. C'est un gars qui polarise. Donc, c'est pas seulement quelqu'un qui s'en vient faire une chanson. Là. C'est ça, exactement. Ça, et c'est ça qu'il reproche. Donc, c'est des propos, je vais vous nommer. Bon, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est au moment où Paul Saint-Pierre Plamondon était dans sa croisade pour faire abolir le serment envers le roi d'Angleterre. Et là, Émile Bilodeau avait dit que c'était des pleurnicheurs, qu'il faudrait même que le PQ meure afin qu'il y ait une opposition souverainiste. Bref, c'est des propos qui ont vraiment fait parler, que le PQ n'a pas aimé. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ne seront pas présents à la fête nationale. Et je reprends la petite blague de plus tôt. Est-ce que Émile Bilodeau en a plein son casse du PQ? À suivre. Ou c'est l'inverse. Ou c'est l'inverse. Parce que c'est sûr que quand tu dis « j'aimerais ça qu'il meure », c'est difficile après ça d'être sympathique avec cette personne-là. En tout cas, ça fait énormément jaser. Mais moi, je suis convaincu que pour la majorité des gens, ça change rien. On a hâte à la lorsqu'ils vont se pointer à la Saint-Jean, là, que ce soit Émile Bilodeau, puis peu importe ce qu'il a dit, les gens sont juste là pour avoir un bon divertissement puis de se retrouver entre Québécois et Québécois. C'est tant que ça un moment politique, je sais pas. Le monde a le goût d'avoir du fun. Je pense que ce l'est pour certaines personnes, mais de moins en moins de gens, puis surtout pas les jeunes de la génération d'Émile Bilodeau. C'est un des rares qui est politisé à cet âge-là. On parle maintenant d'un autre sujet qui me touche régulièrement, c'est le sujet de l'itinérance, mais particulièrement des femmes en situation d'itinérance. On sait que présentement, on se trouve dans une crise du logement au Québec qui est exacerbée de semaine en semaine, et ça fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent à la rue, dont des femmes, mais non seulement des femmes, mais des femmes aînées qui sont aussi en perte d'autonomie. Ces femmes-là qui n'arrivent plus à trouver les moyens financiers pour se loger et donc se retrouvent à la rue. Il y a une population vieillissante au Québec en général, eh bien, la population vieillit aussi au niveau des personnes sans abri. Mais le problème, Jean-François, c'est que ces personnes-là qui se retrouvent à la rue vont aller dans les refuges. Mais comme je l'ai dit, c'est des personnes souvent qui ont une perte d'autonomie. Donc, les refuges ne sont pas en capacité de les aider, de répondre adaptés à leurs besoins, pas du tout. C'est d'ailleurs l'histoire en particulier, si vous voulez aller lire, d'une femme qui a 67 ans, Nicole, une histoire de la presse. Elle explique qu'elle vivait avec sa fille et que sa fille a quitté les lieux, l'a abandonnée, et donc elle se retrouve sans moyens et doit aller donc dans la rue carrément. Elle n'a pas de place en CHSLD, elle peut pas être prise par des soins hospitaliers, et donc les refuges se retrouvent à compenser pour cette aide-là. Ils l'ont dit eux-mêmes, on peut pas prendre en charge des gens qui sont supposés être dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Ça devient des enjeux gériatriques. Nous, on n'est pas équipés pour les aider.
c'est un problème que la pandémie a beaucoup exacerbé. Donc, de plus en plus de vieilles personnes, de vieilles femmes, entre autres, se retrouvent à la rue. Et on a seulement 188 places pour héberger les femmes dans les différents refuges. Mais ça, c'est pour des femmes qui, parfois, ont des problèmes de violence conjugale ou d'autres types de problèmes. Vraiment, de ne pas avoir de logement pendant un certain temps, mais pas des femmes qui ont des problèmes de santé mentale même. Et c'est pas quelque chose qui va s'améliorer dans les prochaines années. Moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère qui est décédée l'année dernière, mais dans les dernières années de sa vie, était à demi paralysée à cause d'un AVC. Puis elle a pu rester à la maison parce qu'elle avait 7 enfants qui ont vu à payer les soins que ça coûtait, etc., etc. Mais depuis ce temps-là que je me dis, le jour, tu sais, plus ça va, mettons, moi, ça arriverait à mes parents, on est juste 3 enfants. Puis imagine si t'es monoparental ou t'as pas eu d'enfants, ou si t'as, puis mettons, pas d'enfants, pas de maison, et là, ça t'arrive, là, il faut que tu y ailles quelque part, t'as rien, t'as pas de sous, ça coûte cher, les soins à domicile, et il va en avoir de plus en plus, là, on le sait, les baby boomers arrivent là. Fait qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces femmes-là? Là, on parle des femmes, mais il va y avoir des hommes aussi, là. Il y en a déjà aussi beaucoup. La majorité des places, d'ailleurs, sont dans les refuges, sont pour les hommes. Il y en a quelques-unes pour les femmes, mais c'est pas nécessairement le bon type de cas qui se retrouvent dans ces refuges-là. Dans le fond, ils n'ont pas d'affaires dans ces refuges-là, mais il va falloir trouver une autre solution parce qu'il y a un vieillissement de la population qui est inévitable. Puis je parlais de la crise du logement. Plusieurs des locataires qui sont plus jeunes vivent aussi des problèmes avec leurs proprios qui font des femmes qui se disent intimidées, qui se font augmenter abusivement. Bien, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes plus âgées. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est de carrément demander au gouvernement de prendre en charge ces femmes-là et les amener au bon endroit avec les bons soins pour leur santé, les bons soins psychologiques également. Mais bon, il y en a du pain sur la planche parce qu'il y a beaucoup de problèmes comme ça qui se retrouvent dans ce type de refuge qui devrait être traité ailleurs normalement. Oui, puis c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entre-deux non plus. Quand tu es en perte d'autonomie ou que tu ne peux pas subvenir à tes besoins au quotidien, là, je parle pas financièrement, là, je parle physiquement, mais là, tu te retrouves à l'hôpital. Des fois sur l'aile des personnes Alzheimer ou quelque chose comme ça, mais toi, tu as une autre insuffisance, mais tu n'as pas nécessairement envie d'aller là. Fait que il y a des gros enjeux qui s'en viennent avec le vieillissement de la population, puis je pense pas qu'on est équipé pour y faire face présentement. Maintenant, un sujet qui te touche, je crois, les congés paternels. On avait une discussion hors micro sur la place des pères, l'importance des papas. C'était la fête des pères cette fin de semaine. Eh bien là, sache qu'il y a une augmentation des congés paternels. Les hommes veulent prendre de plus en plus de semaines de congés paternels. Je ne sais pas si toi, c'était le cas, si tu as eu la chance de passer beaucoup de temps avec tes enfants au moment où ta femme est tombée enceinte. Bien, moi, ça n'existait pas encore, les congés paternels. Puis de toute façon, je suis travailleur autonome. Fait que c'est plus compliqué dans ce temps-là. C'est ça, t'es prends à tes frais. Mais oui, moi, j'ai passé énormément de temps avec les enfants. Je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais un précurseur, mais à l'époque, là, c'était encore... Mes enfants ont 18 et 20. Là. Il y a 20 ans, des papas qui aiment se lever dans la nuit, qui aiment changer des couches, qui, moi, je voulais vraiment être présent. Je me souviens qu'il y a certaines personnes qui disaient à ma blonde, « Ah ouais, hein? Ah ouais, il fait ça, hein? » Ben, je me souviens même de... Mettons, mes enfants pleuraient, puis... ma belle-mère dit donne-moi-les. Non, moi, je vais le garder. Maintenant, c'est plus le cas. Les pères s'impliquent énormément. Tout à fait. Et je suis certain qu'ils en retirent beaucoup, que les papas en retirent beaucoup, puis que les enfants en retirent beaucoup aussi de cette relation-là. Et ça, c'est dû, entre autres, cette augmentation-là, parce que, bon, comparativement, en 2021, 20% des couples qui pouvaient recevoir des semaines de congés parentaux en ont profité beaucoup plus, parce que depuis 2021, les couples qui vont se séparer plus équitablement les semaines de congés parentaux ont le droit d'avoir des semaines bonifiées, des semaines additionnelles. Donc, plus on se répartit ça de façon équitable, plus on peut prendre du temps avec nos enfants. Et donc, les papas sont contents. Oui, puis ils ont tout le monde a réalisé que... Parce qu'on a tendance à vouloir prendre les premières semaines. Tu sais, on va être là à la maison, mais les premières semaines, ça dort, là, un enfant. Pour vrai, ça fait pas grand-chose. Fait que le but, c'est d'étirer ça pour qu'il soit le plus longtemps à la maison, avec papa ou avec maman. Ça donne pas toujours de quoi d'être là, les deux. Puis ça, les couples ont compris ça. Puis souvent, on réussit presque, là, je me souviens pas des durées des congés, mais à faire la première année
de l'enfant avec le père ou la mère grâce au congé maternel puis au congé paternel. Notamment dû à cette nouvelle loi-là depuis 2021 qui permet justement de remplir le plus de semaines possible. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cet article, c'est que, oui, les pères sont de plus en plus intéressés, mais on veut quand même solliciter les papas à être plus présents parce que les papas, souvent, se sentiraient, c'est pas moi qui le dis, les experts le disent, se sentiraient un peu détachés de leur rôle de papa au début, dans les premières semaines, parce que dans les cours périnataux, donc ça, périnatal, moi, je savais pas, c'est entre 28 semaines et 7 jours d'accouchement. Donc, toute cette période-là, c'est très, très, très centré sur la femme et son bébé. Et souvent, les papas se sentiraient un petit peu à l'écart, ils savent pas trop où se placer, ils n'ont pas nécessairement les informations adéquates pour se sentir capables autant de s'occuper de l'enfant ou de le comprendre et tout ça. Alors, de venir exacerber cette présence-là du père et de les intéresser autant à toute cette période-là périnatale, ça permettrait justement aux pères de vouloir encore plus prendre leur place et vouloir être là, justement, plus de semaines. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là, puis je lisais justement dernièrement que plus on intéresse un papa jeune, dès le départ, plus il va rester. Oui. Puis même s'il y a une séparation, il va vouloir avoir la garde partagée, il va vouloir être là, présent tout au long de la vie de l'enfant. Puis je sais que des fois, ça peut avoir l'air difficile à comprendre pour les femmes, mais moi, j'ai eu souvent des discussions avec des papas, là, mettons, qui m'ont dit... Moi, on est allé à l'échographie, là. J'ai fait semblant que ça me faisait bien de quoi parce que dans les faits, ça me faisait rien. Mais là, on juge ça, mais nous, c'est un on entend fou, 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 fou. C'est un cœur qui bat. On l'a pas en dedans de nous. C'est quand même plus difficile de ressentir la même émotion. Puis il faut respecter ça. Il faut que le papa puisse aller à son rythme. Ça va arriver. De toute façon, à un moment donné, la connexion, si le papa veut s'impliquer, là, mais il faut juste les laisser aller. On peut pas leur demander d'avoir les émotions qu'on voudrait qu'ils aient au moment où on veut qu'ils les aient. Faut leur laisser leur place puis leur rythme. C'est logique. Puis j'ai d'autres exemples qui sautent aux yeux quand je vous expliquais pourquoi les papas se sentent peut-être moins impliqués. Ils parlent de l'absence d'une deuxième chaise dans le bureau du médecin, mettons lors des suivis. Là, le père est debout. Je sais pas à quel point c'est tout le temps ça, mais ça montre un exemple. Après ça, ce qui mentionne d'autres dans l'article, par exemple, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, eux, ils ont seulement une chaise qui est pas confortable puis ils ont rien pour s'asseoir. C'est comme si toujours le fait d'être à côté est aussi quelque chose de diminutif ou quelque chose qui est pas aussi pris à cœur ou fait aussi attention. Donc ça, c'était des exemples qui montraient que les papas, des fois, peut-être se sentent pas autant valorisés dans ces petits moments-là. Ouais, moi, ça m'a pas atteint, mais effectivement, tu te sens un peu comme « Ah! » Le père est venu. C'est un peu comme ça que tu te sens quand tu es arrivé à l'hôpital. Mais moi, je te raconte une petite anecdote. Nous autres, on a eu des problèmes vers la fin parce qu'on l'a su après. Là, ma fille avait le cordon autour du cou 2 fois. Fait qu'il n'y avait pas de chance qu'elle sorte. Mais, donc, à la fin, d'habitude, le bébé va se placer plus bas, mais ma blonde l'avait encore très, très haute. Viviane, donc, on allait régulièrement chez le médecin. Puis moi, je disais, chérie, je vais t'accompagner. Je vais être là tout le temps. Je tenais à être là. Fait que là, le médecin dit, vous voulez venir dans le bureau? Oui, je vais aller dans le bureau. Mais là, quand tu as baissé ses pantalons, que le médecin a fait ce qu'il avait à faire, j'ai fait ouais, dans le fin fond, j'ai peut-être pas ma place tant que ça dans le bureau comme tel. Le sport moral. C'est ça. Fait que je l'accompagnais, j'allais jusque dans la salle. Mais une fois le rendez-vous médical amorcé, j'étais un peu en retrait. Moi, ça me fait juste penser, c'est juste une pensée comme ça, quand les couples disent « on est enceinte ». Là, peut-être que si le papa a de plus en plus d'espace comme ça va être plus courant d'entendre les couples dire « on est enceinte, Jean-François ». Ouais. Là, peut-être qu'on pousse. Peut-être qu'on pousse aussi. Là, ça reste la maman qui est enceinte, mais nous, il faut être là. Puis il faut être là pour la maman le temps qu'elle est enceinte. Le plus important, c'est d'être là pour l'enfant lorsqu'il vient au monde. Puis c'est prouvé que l'estime part beaucoup du papa. Parce que ce que j'avais lu, en tout cas, c'est que on sait que la maman va toujours être là. Pour un enfant, là, maman, c'est inconditionnel, tout ça. Puis on essaie d'aller charmer papa. On essaie d'avoir papa. Fait que quand papa nous donne de la valorisation, de l'estime de nous-mêmes, ça fait des enfants souvent qui sont un peu mieux équipés pour affronter la vie. Maintenant, un peu plus
sérieusement, si on veut, on parle de maladie, la maladie de Lyme, dont on a souvent parlé ici. On a reçu plusieurs personnes qui nous ont fait des témoignages. Eh bien, il pourrait y avoir un vaccin contre la maladie de Lyme. Présentement, il n'existe pas, mais il y a une étude mondiale qui est en cours afin de développer un vaccin qu'on pourrait offrir à la population, donc en prévention de la maladie. Et la ville de Sherbrooke aimerait beaucoup pouvoir participer à cette étude-là parce que les cas là-bas, en Estrie notamment, sont en hausse. Oui, d'ailleurs, c'est Pfizer et Valneva qui vont développer ce vaccin-là. On l'espère qu'il serait disponible d'ici 2025. Bien, la raison pour laquelle il faut absolument, ou du moins trouver autre chose que les antibiotiques pour traiter, bien, c'est parce que, comme je le disais, les cas sont en hausse. Je vous donne des chiffres. En Estrie, 300 cas de Lyme en 2022 et 11 cas d'une infection qui s'appelle l'anaplasmose, qui est aussi une infection engendrée par la même tique. Donc, c'est un fléau qui augmente. On sait notamment qu'avec le réchauffement, bien, les tiques durent plus longtemps, vivent plus longtemps et donc affectent les gens sur une plus longue période. Alors, étant donné que c'est de l'augmentation, il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens, mais on voudrait pouvoir développer ce vaccin-là. Un des travaux qui reste à faire, bien, c'est de mieux faire connaître la maladie au public parce qu'on a certaines informations, on en sait de plus en plus, mais on ne connaît pas encore tout ce qui concerne la maladie et même les symptômes. Les médecins de première ligne qu'on va aller consulter si on pense avoir été piqué, si on n'est pas certain, eux-mêmes auraient de la difficulté à reconnaître certains symptômes parce que au-delà de la morsure et de la morsure qui est visible sur notre peau, il y a des symptômes qui sont internes, qui sont parfois difficiles à relier à la maladie directement. Je vous donne des exemples. La fatigue extrême, des douleurs arthritiques, des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques qui vont permettre de faire des recherches peut-être alentour du point central qui serait finalement la maladie de Lyme. Alors, de mieux renseigner les gens et les médecins vont permettre éventuellement de traiter plus vite. Parce que ça, c'est un autre problème. Il faut aller vite. Hein? J'ai un ami qui arrivait de la pêche, puis il y a eu une tique, là, puis c'est ça, t'as comme 24 heures pour te rendre à l'hôpital ou 48 heures, 36 heures, je me souviens pas trop, mais c'est assez rapide, en tout cas. Court. Exactement. Faut que tu ailles à l'hôpital et là, il y a une solution pour toi. Après ça veut pas dire que la tique contenait non plus, avait la maladie de Lyme, là, mais on est mal. Tout ça pour dire que quand il m'a raconté ça, puis là, il me racontait que la petite tête, là, elle s'en va vraiment dans la peau, là. Oui. T'as le reste de la bébite en dehors, mais la tique est en dedans. Puis, tu sais, une chance, c'est ma blonde qui l'a vu parce qu'elle dit, moi, c'était comme en arrière de moi, puis je la voyais pas. Ben, c'est là le problème. Mais là, je me suis dit, ouais, mais comment ça se fait qu'on n'est pas renseigné plus que ça? Puis on a l'impression que c'est plus sur les animaux que sur les humains, mais là, ça commence à être partout sur plein de gens. Et d'ailleurs, les animaux ont un vaccin. Eux, les chiens, d'ailleurs, ont un vaccin pour la maladie de Lyme, mais pas nous. Voilà, je cherchais mes chiffres dans mes feuilles. La tique, pour vraiment transmettre la maladie, doit rester 24 heures sur l'humain. C'est quand même long, une journée. Je me dis, les gens s'en rendent pas compte, mais non, la tique peut vraiment... C'est petit, là, c'est vraiment petit. Puis si la tête part, le corps, comme tu disais, qui est implanté, reste tout de même. Et là, la tique continue de s'abreuver jusqu'à une semaine du sang. Puis c'est là que c'est dangereux. Parce que, comme tu le disais, c'est le temps de traitement et le temps de réaction qui est très important. Parce que plus on attend, bien, déjà, plus les effets vont être sévères. Et normalement, lorsqu'on la prend à temps, il y a un traitement d'antibiotiques qui est donné qui dure environ 1 mois. Mais lorsqu'on l'a découvert à tort, eh bien, parfois, le traitement de 1 mois ne va pas être efficace. Donc, il va falloir prolonger les traitements et tout ça. Et ça engendre toutes sortes de problèmes qu'on aura la chance de reparler. Mais bref, on attend un vaccin. Sherbrooke va participer à une étude, ou du moins aimerait participer, pour espérer voir un vaccin arriver d'ici 2025. Mais c'est pas demain, la veille. Fait continuez de vous protéger. Si vous allez faire des randonnées en forêt, ce genre de trucs-là, là, faites attention. Entre autres, on conseille les ballons. Parce que, je veux dire, ça se tient dans les... T'sais, quand on marche, là, ça va pas nous sauter dessus sur les épaules, à moins qu'on se frotte sur les feuilles. Par contre, souvent, on va marcher puis il va y avoir des herbes longues. Là, fait que c'est là qu'ils vont se loger en premier. Tu vois, mon ami s'est fait dire par le médecin qu'il aurait dû mettre ses bas par-dessus ses pantalons. Pour espérer faire plus d'épaisseur. Comme pour ça, pas elle ne peut pas rentrer en dessous parce que visiblement, c'est comme ça que cette fois-là que c'est passé, parce que c'était comme derrière son mollet. Bref, soyez quand même vigilants et le soir, si vous prenez une petite douche, regardez-vous comme il faut si vous arrivez de la forêt. Le Monde.
On passe maintenant en environnement. On a énormément parlé des feux de forêt qui font rage un peu partout au Québec. Eh bien, la situation reste toujours inquiétante ici au Québec. L'absence de pluie, la météo qu'on va avoir dans les prochaines journées ne sont pas du tout en faveur des feux. On annonce des 26, 27, 29, des canicules un peu partout. Et donc, bon, c'est très défavorable à la situation des feux. Il y a encore des interdictions de feux, justement, à ciel ouvert qui sont faites. On se demande peut-être pour la Saint-Jean, les gens qui voudraient faire des feux, eh bien, c'est à proscrire. Il faut faire très attention. Mais même les feux d'artifice, est-ce qu'il va y en avoir dans les villes et les villages, les feux de joie, ces choses-là? J'imagine que l'info va sortir cette semaine. Probablement. Peut-être qu'ils attendent justement d'avoir toutes les indications météorologiques pour être certains de prendre la décision, parce qu'on s'entend que dans les fêtes nationales à travers le Québec, les feux d'artifice sont présents un petit peu partout. Alors ça, j'ai pas cette information-là encore, mais c'est vrai que c'est à surveiller. Bon, moi, je me demande juste, c'est beaucoup de milliers de dollars de prévoir des feux d'artifice. C'est alors, sûr. Ça se conserve pas, on verra bien. On peut pas les reprendre l'année prochaine. C'est ça, mais bon, bref, on retourne au feu. La situation, pourquoi est inquiétante? Ben, c'est parce que aujourd'hui, il y avait toujours 88 feux qui sont actifs au Québec, 17 qui sont hors de contrôle. Alors, on appelle la population à faire attention. On a fait aussi, le gouvernement a demandé d'interdire l'accès Le gouvernement, à nouveau, a demandé à plusieurs populations de différentes villes de ne pas retourner en forêt. Il y a quelque temps, on s'était dit, bon, OK, vous pouvez retourner, c'est correct, mais finalement, l'interdiction est revenue, notamment en Abitibi, en Mauricie, dans le nord du Québec, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. On ne peut toujours pas aller dans les forêts car les risques d'incendie sont toujours très élevés. Lebel-sur-Quivillon, une ville qui est sortie de la carte récemment, malheureusement, due au feu. Eh bien, les citoyens qui avaient commencé à rentrer chez eux, enfin, on peut dire, eh bien là, finalement, ils ont été avertis que c'est possible qu'ils doivent replier bagages et évacuer à nouveau. Alors, ces gens-là sont toujours sur le qui-vive. Alors, il faut faire attention au ciel ouvert, au feu à ciel ouvert. La belle pluie qu'on a eue sur le Grand Montréal, par exemple, ils l'ont pas eu, eux autres. Ça a été mal réparti, malheureusement, cette pluie-là, parce que nous autres, on a eu énormément ici. Là. Ça aurait été le fun que ça tombe un petit peu au nord du Québec. Mm-hmm. Tout savoir en 24 minutes. J'avais envie de faire des nouvelles insolites avec toi, Jean-François. Je pense que je suis un bon public pour ça. Moi aussi, je pense. Bon, on se rappelle, le transfert de Paul Bernardo a fait beaucoup parler la semaine dernière. Transfert d'une prison à sécurité maximale en Ontario à une sécurité moyenne au Québec. Mais là, on se dirige en France, mesdames et messieurs, où des employés se mettent contre le transfert d'un détenu qui aurait mangé la cervelle d'un autre détenu derrière les barreaux. Eh bien là, ce détenu devrait être transféré et les personnes en question qui vont le recevoir dans le nouvel hôpital, qui est comme un endroit de transition, disent non, merci, on ne le veut pas chez nous. Ils ont dit exactement, notre expérience et notre expertise professionnelle nous amènent à penser que nous pouvons nous opposer au transfert dans notre service hospitalier. Ils ont peur, en fait, que la personne reste trop dangereuse pour arriver dans leur lieu. Tu veux pas être son coéquipier de cellule, là. Écoute, il est surnommé le cannibale, cet homme qui donc avait, attention, oreilles sensibles, avait éventré un homme en plein centre-ville en France en 1997 et donc après ça avait... Attendez, je recommence mon histoire. Donc, il a éventré un homme. On commence avec ça. C'est on pour commence ça qu'il a avec été accusé. Il a éventré un homme en plein centre-ville en 97. Il est allé en prison et c'est une fois rendu en prison qu'il a tué son co-détenu et qu'il a mangé sa cervelle. Bref, cet homme ne pourra pas... on est à suivre à savoir si son déplacement sera en effet orchestré, mais bref, les gens de l'hôpital s'y opposent fermement. Ça doit pas être un gars qui a ben de la visite. On va le savoir vendredi si cet homme-là sera transféré ou non. Si on le sait à temps pour notre 24 minutes, Jean-François, je te redonnerai des nouvelles sur cet homme surnommé le cannibale. Vraiment hâte d'entendre parler de lui. Maintenant, plus tôt, tu as fait une entrevue avec M. Langis-Dubé, qui est un plongeur qui te parlait de ses aventures près de l'Empress of Ireland. Mm-hmm. Et donc, qui t'expliquait qu'il plongeait, tout ça. Bref, je veux faire un retour sur cette nouvelle du sous-marin, du sous-marin touristique qui est allé visiter l'épave du Titanic. Les gens sont toujours en recherche de ce sous-marin-là, qui serait, disparu dans le coin de Terre-Neuve, ici, là, près de chez nous. C'est l'entreprise Ocean Gate Expédition qui organisait tout ça, qui devait avoir lieu, donc, l'expédition entre le 12 et le 20 juin. Alors, les gens sont pour l'instant portés
porté disparu. 2 causes possibles. Possiblement un problème d'ingénierie, peut-être un problème d'électricité ou de communication, ce qui serait le moins grave. Le meilleur scénario. Ça veut dire qu'on les scénario. retrouverait, on a juste perdu la communication. Tout à fait. Le pire scénario, eh bien, c'est que là, il y a eu une fuite et donc peut-être possiblement le sous-marin qui serait en train de se retrouver de plus en plus au fond de l'océan. Et malheureusement, les experts expliquaient que très peu de vaisseaux sont capables de se rendre à cette profondeur-là. Alors, on espère que ce ne sera pas ce pronostic-là qui va se présenter à nous. Donc, on espère avoir des nouvelles assez rapidement. J'aimerais dire en terminant que c'est pas la première fois que cette compagnie-là, que les sous-marins disparaissent. C'est arrivé même l'année dernière où le sous-marin, pendant 2 heures, personne n'avait de nouvelles et on se demandait ce qui était arrivé. Finalement, ils s'en sont sortis. C'était la première option, problème d'électricité à suivre pour nos nouvel équipage. On va souhaiter que ce soit ça. Mais c'est comme 230 000 le voyage. Là. Ah oui, ça... c'est cher. 250 000 250 000 Puis tu connais les risques là, quand même quand tu y pars. J'imagine, tu sais, moi, je vais chez iSault puis je signe une petite feuille de dérogation. Fait que j'imagine que quand tu vas là-dedans, t'en signes une aussi. Faut vouloir voir le Titanic pas à peu près. Ouais. Alors, merci Jean-François. C'est tout pour notre 24 minutes d'aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci à toi.